Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la Tribune du Mardi. Un numéro consacré, encore une fois, à la crise libyenne. Une crise libyenne qui a enchaîné les rencontres de haut niveau ces derniers temps pour, bien entendu, essayer d'y mettre fin. Et la dernière rencontre de haut niveau est celle du comité de haut niveau de l'Union africaine à Brazzaville, au Congo. Une rencontre qui a permis de susciter quelques espoirs pour, bien sûr, un cessez-le-feu et pour discuter de cette question, de ce thème, notamment l'Union africaine face à la crise libyenne. Eh bien, nous avons en ligne de Paris, en France, Mireille Flore Mengemoto, docteur Mireille Flore Mengemoto, docteur en histoire, bien entendu, qui est spécialiste également en géostratégie et en sécurité. Nous l'aurons d'un moment à l'autre. Il y aura aussi Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela, spécialiste en géostratégie et en sécurité. Et sur ce plateau, Lagrange Simenou Agnankpe, qui est diplomate, consultant et directeur général du cabinet Lige Council. Bonsoir Lagrange. Lagrange qui est bien sûr désormais un partenaire, on le dira comme ça, de la Tribune du Mardi. Pour ouvrir le débat, nous allons d'abord en revenir aux conclusions de ce sommet, de cette rencontre de haut niveau de l'Union africaine qui a réuni à propos de la Libye à Brazzaville plusieurs partenaires de premier plan. La position du continent africain sur la tenue du Forum de réconciliation nationale interlibyen a été, une fois de plus, reprécisée à Brazzaville par le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Par ailleurs, président du Congo, Denis Sassou Nguesso a appelé l'Afrique à parler d'une seule voix pour une perspective de paix en Libye et pour les autres États. Voilà un peu la quintessence de ses propos à l'ouverture de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui s'est ouverte ce 30 janvier 2020 à Brazzaville. Il faut vous souvenir que cette rencontre s'est tenue quelques jours après la conférence internationale de Berlin sur la Libye, où l'Afrique a eu l'impression de jouer un rôle de second plan. Sur l'initiative du président Denis Sassou Nguesso qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, les principaux protagonistes de la crise libyenne se sont retrouvés autour d'une même table à Brazzaville pour rechercher les voies et moyens de sortie d'une crise qui perdure depuis 2011. La réunion de Brazzaville a donc réuni les présidents du Congo, de la Mauritanie, du Djibouti, ainsi que le premier ministre libyen, le président du conseil présidentiel Fayez al-Sarraj et le premier ministre algérien, sans oublier les représentants de la France, de l'Algérie, de l'Allemagne, de la Russie et des Nations Unies. À l'entame des travaux, l'Afrique a fait entendre sa voix en plaidant pour une solution politique négociée tout en écartant la solution militaire ainsi que l'ingérence extérieure au conflit libyen. Dans un premier temps, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, a condamné l'intervention directe étrangère en Libye. Ensuite, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a plaidé pour une solution politique négociée et non une solution militaire. Le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, lui, a indiqué que l'Union africaine ne peut rester en marge d'une solution durable en Libye. Abondant dans le même sens, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a rappelé que le problème des Africains se doit d'être réglé par les Africains eux-mêmes. Mieux, il estime que 8 ans après le déclenchement de la crise libyenne, l'Afrique n'a plus d'excuses pour ne pas trouver une solution pérenne. L'Afrique n'a plus d'excuses pour trouver une solution pérenne. Ce sont les propos du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui est président de ce comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il semble que finalement l'Union africaine a pris conscience de son rôle et essaie de peser cette fois dans cette crise pour y proposer des solutions. Merci Aziz et bonsoir encore téléspectateurs. Je dirais d'abord qu'il faut saluer les efforts consentis par le président du comité du haut niveau, le président Denis Sassou Nguesso, qui, avant même le déclenchement de cette crise, faisait partie de ceux et de celles-là qui avaient fustigé vigoureusement une intervention militaire en Libye. Il faut saluer les efforts qu'il fait aujourd'hui
malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Mais il faut déjà dire aussi que l'Afrique, en général, n'avait pas accepté que cette ingérence ait lieu. Plusieurs pays africains avaient fustigé cela. Et il faut dire que des pays occidentaux aussi étaient contre, mais la France et la Grande-Bretagne n'avaient pas fait attention à cela. Donc l'Afrique avait quand même pris ses responsabilités depuis. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup d'efforts ont été faits par les États africains pour parler d'une même voix, parce que c'est ce qui faisait défaut. Les pays africains ne parlaient pas réellement d'une même voix. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits. Et quand vous regardez également au cours de cette réunion de haut niveau, vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup plus de participation, non seulement des pays concernés par le conflit, mais des pays également qui ont suffisamment investi dedans. Il y avait un envoyé du président français, il y avait un représentant de l'Algérie, un représentant même de l'Ouganda. C'était une réunion de consensus, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, il faut saluer ce travail-là qui est en train d'être fait. Vous pensez que la présence du représentant du président français était nécessaire? Oui, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est la France qui a déclenché cette crise-là. C'est la France qui a été, même si elle n'a pas été au premier plan, c'est elle qui a déclenché le processus, tout le monde le sait aujourd'hui. Sous le manteau de l'OTAN. Voilà, donc il est de mise qu'il soit informé. Et le président actuel de la République française a montré toute sa bonne volonté, ça il faut également le dire, pour que l'histoire ne les rattrape pas et pour qu'on puisse se rendre compte de ce que chaque régime a ses réalités. Lui, il est aujourd'hui là pour trouver un consensus à ce qui a été fait avant qu'il n'accède au pouvoir. L'État étant une continuité. L'État est une continuité. Il faut essayer de ramener la sérénité en Libye. Le communiqué final du sommet de ce comité de haut niveau sur la Libye rappelle que la situation est chaotique. Nous allons peut-être joindre Paul Kananoura à Bordeaux en France. Paul Kananoura, bonsoir. Le communiqué final de ce comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui s'est tenu à Brazzaville souligne que la situation est chaotique. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il ne faudrait pas que d'autres mesures fortes soient prises pour faire bouger les choses? Bonsoir Aziz Chandi, bonsoir les téléspectateurs. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est tenu au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 30 janvier 2020 à Brazzaville pour étudier l'évolution chaotique et préoccupante de la situation libyenne. Bien, c'est le moment de remercier quand même le président du Haut Comité, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a réussi à réunir un parterre de participants de haut niveau africains qui sont concernés par la crise libyenne. Effectivement, c'est un sommet justement qui a relevé un certain nombre de points en réaffirmant la solution de la crise qu'elle doit être libyenne, en condamnant les activités terroristes, les emplois des combattants étrangers, mais aussi le recours aux mercenaires. Mais aussi en prenant note de l'offre algérienne sur les négociations interlibyennes, tout à l'on verra son appel à tous les acteurs de cesser toute ingérence aux affaires intérieures libyennes. Le comité pense effectivement préparer une conférence interlibyenne sur la réconciliation. Est-ce que c'est tout? Je pense qu'ils ont fait un très beau diagnostic, mais au niveau des solutions, il manque quelque chose parce que la stratégie géopolitique n'a pas été peut-être explorée pour des raisons diplomatiques.
Alors pour des raisons diplomatiques, vous venez de le souligner, Paul Kananoura, la stratégie qui doit être déployée n'a pas été déclinée. Nous avons également en ligne de France Mireille Flore Mengemoto, qui est docteur en histoire et également spécialiste en gestion des conflits et en sécurité. Mireille Flore Mengemoto, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie. Ma voix permet de mettre ici. Bonsoir les spectateurs. Je vous en prie. Je commence mon propos par saluer la mémoire du colonel Kadhafi, qui a été un grand personnage du panafricanisme et également de l'unité africaine. Très bien. Et l'Union africaine est donc face à la crise libyenne. Le comité de haut niveau sur la Libye s'est réuni à Brazzaville récemment. Est-ce que vous avez le sentiment que l'organisation continentale est en train de reprendre la main par rapport aux solutions à trouver afin que la situation en Libye redevienne normale? Déjà, je salue l'initiative de l'Union africaine de vouloir trouver une solution à la crise qui secoue la Libye depuis la chute du régime de Kadhafi. Je vais plutôt souligner que pour que l'Union africaine puisse trouver des solutions effectives et efficaces, il faut qu'elle intègre dans sa démarche la dynamique, l'ingérence des puissances étrangères dans la crise libyenne. Parce que, rappelons-le, il y a eu des coalitions, il y a des coalitions et des alliances de part et d'autre entre les deux belligérants représentés d'un côté par le président du Conseil, chef du gouvernement Fayez al-Sarraj, et de l'autre côté le maréchal Khalifa Haftar, qui occupe une grande partie de la Libye. Et derrière ces deux belligérants, il y a des coalitions, notamment le président du Conseil qui est soutenu par Ankara, la Turquie, qui veut étendre son influence dans la nostalgie de l'Empire ottoman et qui est également soutenu par d'autres pays. De l'autre côté, le maréchal qui est soutenu par la Russie, qui est soutenu financièrement, militairement et également par l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Donc pour que l'Union africaine ait des solutions efficaces, il faut qu'elle intègre ces ingérences étrangères et se donner de cette manière-là qu'elle pourra trouver des stratégies pour mettre en place une solution efficace pour la crise libyenne. Mireille Flore Mengemoto, vous avez à l'instant égrené les différents soutiens du maréchal Haftar. Il y a peut-être les États-Unis d'Amérique aussi qui évoluent, comme on le dit, en tout cas en ne montrant pas trop la tête. C'est presque officiel. La grande Chimeno Anyangpe, elle a souligné, docteur Mireille Flore Mengemoto, que l'Union africaine doit, pour résoudre ce conflit libyen, tenir compte de ces puissances occidentales qui ont de gros intérêts dans le pays. Je crois que l'Union africaine tient compte déjà de ces puissances-là, dans la mesure où, comme nous le disions tantôt, il y a eu un envoyé spécial du président français, même s'il n'y a pas eu d'envoyés spéciaux ou des représentants des autres puissances, la France est un détenteur du droit de veto au niveau des Nations Unies, et la France représente aujourd'hui, la France est dans un bloc que constitue l'Union européenne, la France est membre de l'OTAN, donc nous pensons que l'envoyé spécial français qui était présent représente toutes ces puissances occidentales-là. Il faut également dire que les États-Unis ont, depuis l'arrivée du président Trump, montré à la face du monde, même si certaines réalités semblent nous dire autre chose, ils ont clairement affiché leur position de ne plus tellement s'ingérer dans certains conflits, particulièrement en Afrique. Et récemment, ils ont encore tapé du poing sur la table en disant qu'ils allaient retirer leurs éléments et un certain nombre, fermer si possible, le fallait même, un certain nombre de bases militaires américaines en Afrique. Donc, je pense que nous devrons
un temps soit peu mettre de côté les États-Unis et nous concentrer sur ceux et celles qui interagissent ou qui ont pris le réel engagement d'œuvrer à une paix en Libye. Vous voyez un peu. Et parmi ces gens-là, je pense, parmi ces puissances, parmi ces nations, toutes les composantes ont été représentées à cette réunion de haut niveau. Le président Denis Sassou Nguesso a réussi à faire asseoir même des personnes qui, normalement, ne devraient pas être assises à ces assises-là, ne devraient pas se retrouver à ces assises-là. Quand vous lisez le communiqué final, vous vous rendez compte que quelque part, il est écrit à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Donc, je pense que l'Union africaine est en train de faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir la possibilité de siéger au niveau du Conseil de sécurité où certaines décisions stratégiques se prennent. 3 pays africains siègent régulièrement depuis un moment. En 2011, ce n'était pas encore ça. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup d'avancées qui sont en train d'être faites. Et ça nous permet de reprendre le docteur Mireille Flore Mengemoto qui est en ligne. L'Union africaine au sortir de la réunion de ce comité de haut niveau sur la Libye à Brazzaville, fait un certain nombre de propositions et parmi elles, il y a ce forum de la paix interlibyen qui est envisagé. Pensez-vous que l'Union africaine aujourd'hui a les coudées franches pour arriver à tenir ce forum et bien sûr à faire en sorte que les deux protagonistes se mettent d'accord sur certains points? Il faut dire que le premier sommet du 30 janvier était une préparation au futur forum qui va avoir lieu pour la réconciliation des frères libyens. Il y a une question qui se pose concernant les démarches de l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine est capable de financer ce forum déjà? Et est-ce que l'Union africaine, je félicite le fait qu'elle ait pris l'initiative de s'approprier la résolution de ce conflit. Mais l'Union africaine a des problèmes internes, notamment des problèmes de finances et des problèmes organisationnels qui font en sorte qu'elle ne puisse pas faire entendre sa voix devant les autres pays occidentaux qui sont des grandes puissances. Je redis encore que l'Union africaine, pour que cette démarche soit efficace, doit intégrer l'implication de puissances étrangères occidentales. Parce que ce sont ces puissances occidentales qui veulent étendre leur influence sur la Libye à cause du pétrole, à cause du gaz et à cause des intérêts géostratégiques. Et donc ces puissances occidentales ne sont pas prêtes à laisser leurs intérêts en Libye. Est-ce que l'Union africaine pourra faire face à ces puissances occidentales? C'est la question qui se pose. Le deuxième problème, c'est un problème purement militaire. Est-ce que l'Union africaine a une troupe armée qui puisse s'interposer entre les belligérants? Parce que nous allons en arriver là. Qui puisse s'interposer entre les belligérants? Il y a une véritable catastrophe humanitaire actuellement en Libye. Est-ce que l'Union africaine est capable de prendre seule les réfugiés libyens et pour pouvoir mettre en place un plan humanitaire? Voilà un peu des questions qui se posent, qui sont des questions qui sont pratiques et qui demandent à ce que les Africains, à travers leur organe continental, puissent vraiment réfléchir sur l'efficacité de leur démarche et sur l'efficacité des décisions qu'ils vont prendre dans ce futur forum. Et vous veniez de le souligner, il y a aussi, pour rester dans le volet sécuritaire, ces éléments qui ont été énumérés dans le communiqué final. Il y a la violation de la convention du 3 juillet 1977 de l'OUA sur la circulation des armes, alors que cela devrait être l'inverse. On a des armes qui circulent et il y a bien entendu
entendu le non-respect des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le traitement de certains migrants qui sont pris pour bouclier humain. Tout cela est souligné dans le communiqué final. Donc il y a plusieurs problèmes à résoudre en Libye. Il s'y ajoute, et vous l'avez souligné, le manque de moyens de l'Union africaine. Mais à qui l'Union africaine, justement, devrait s'adresser pour régler le problème? Est-ce que avant de prétendre justement trouver des solutions aux problèmes libyens, il ne va pas falloir peut-être commencer par apporter les réponses immédiates aux problèmes de financement de l'organisation continentale? Exactement, parce qu'il faut le dire que l'Union africaine a un sérieux problème de financement et un sérieux problème d'organisation. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un sommet a été fait sur le problème libyen. Des décisions ont été prises, notamment l'embargo sur les armes, pour que les belligérants ne soient pas encore approvisionnés sur les armes. Malheureusement, certaines puissances occidentales, notamment la France et la Russie, également la Turquie, continuent à fournir les armes aux belligérants. Donc, les décisions qui ont été prises antérieurement n'ont pas été respectées. Comment l'Union africaine compte-t-elle peser lourd pour qu'elle puisse faire fléchir les appétits des puissances occidentales sur la Libye? Parce que depuis la chute du régime du colonel Kadhafi, nous allons dire que la Libye est devenue un foyer de trafic, un véritable chaos où se rencontrent à la fois les terroristes, Daesh y est représenté, également beaucoup d'autres trafiquants. La région et le pays devient incontrôlable. Les conséquences de cette anarchie se font voir dans le Sahel et beaucoup d'autres pays également. Comment est-ce que l'Union africaine compte peser lourd en n'ayant pas des moyens financiers suffisants, en ne parlant pas d'une seule voix, également en ayant un organe militaire assez pour pouvoir s'interposer entre les belligérants sur les théâtres d'opération? Voilà des questions qui sont purement pratiques et stratégiques sur lesquelles l'Union africaine doit réfléchir avant de prendre cette initiative qui est, on ne peut pas, on doit le dire, louable et appréciable. Comment compte-t-elle faire? Comment compte faire l'Union africaine? Paul Kananoura, on vous reprend pour bien sûr revenir sur le casting, parce que la présence du représentant de l'Élysée n'a pas été bien perçue par tout le monde. Alors est-ce qu'il y a eu, en ce qui concerne les invités qui ont été appelés à prendre part à ce comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à Brazzaville, est-ce qu'il y a eu des erreurs ou bien une erreur de casting? Le casting des invités est tout à fait à la hauteur de la conférence. Effectivement, tous les acteurs concernés par la crise libyenne, je parle des acteurs africains, sont présents et ils ont apporté une contribution qui est tout à fait substantielle, même si les solutions envisagées sont en dessous de ce qu'on peut attendre effectivement de la hauteur des enjeux. Mais par contre, après 8 ans de la révolution libyenne et de la mort de Kadhafi, la Libye est toujours ravagée par des rites internes pour le pouvoir. Et aucune force n'a réussi à prendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Et je pense que l'invitation à Brazzaville du représentant du président français s'inscrit dans ce domaine parce que la France était la tête de la coalition internationale qui a détruit la Libye et que le service après-vente n'a pas été fait. Et donc, je pense que c'était peut-être pour l'interroger sur ce qu'ils ont fait au moment d'attaquer la Libye et ce qui n'a pas été fait, qui peut être corrigé pour que la situation devienne de plus en plus tenable et meilleure. Mais ça,
On verra les solutions qui seront apportées parce que la crise s'inscrit dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique et n'est pas prête à s'arrêter aussitôt. Je vous remercie pour votre invitation et à bientôt. C'est nous qui vous remercions, Paul Kalanoura. Et on va noter également, pour revenir sur le communiqué final de cette réunion, de ce comité de haut niveau qui s'est réuni à Brazzaville au Congo, eh bien, il y a les problèmes qui sont entraînés par la masse de déplacés internes, les problèmes humanitaires. Ce sont des personnes qui ont été déplacées par la guerre qui ravage le pays et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de recevoir de l'aide humanitaire. Et s'y ajoutent les nombreux migrants africains qui se retrouvent également dans des conditions difficiles en Libye. Il y a une superposition de problèmes. Effectivement, il faut dire que le problème libyen aujourd'hui devient un casse-tête pour beaucoup. Et il faut vraiment se poser des questions et il faut vraiment s'organiser en conséquence pour un temps soit peu réduire les effets néfastes de ce conflit-là. Et comme nous le disions tantôt, comme nous l'avions déjà dit une fois sur ce plateau, il faille que les belligérants puissent se retrouver. Il faille que l'on réussisse à faire asseoir autour d'une même table les belligérants. Qui qu'ils aient en arrière-plan, qui les soutiennent d'une manière ou d'une autre, et quoi que l'on dise, quels que soient les efforts qui seront faits par l'Union africaine, quels que soient les efforts qui seront faits par les soutiens d'un clan... Mais il faudra bien une force d'interposition. On ne sait pas très bien... L'option militaire a déjà été rejetée. L'option militaire a été rejetée à la rencontre de Mais Berlin. comment faire respecter le cessez-le-feu? Oui, faire respecter le cessez-le-feu. En ce moment, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dialoguer. Même si les cessez-le-feu sont brisés, il vaut mieux dialoguer que de faire intervenir encore une force, une puissance militaire qui va davantage détruire les choses. Parce que la puissance ne sera pas du même niveau que la force de frappe des belligérants. Je ne sais pas si vous percevez un peu, si aujourd'hui il doit avoir une option militaire. Alors, et il y a les appétits de la Turquie. Docteur Mireille Flormenguemoto raillait un peu la Turquie en disant qu'il y avait des relents peut-être de conquête ottomane. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui et nous savons tous que ce qui préoccupe particulièrement les Occidentaux, ce qui préoccupe particulièrement certaines puissances étrangères en Afrique, ce sont leurs intérêts. Ce sont leurs intérêts, ce sont les ressources minières, ce sont un certain nombre de ressources. Et nous qui sachions cela, nous Africains, qu'est-ce que nous faisons pour pallier à cela? Qu'est-ce que nous faisons pour quand même un temps soit peu, non seulement donner satisfaction, parce que tant qu'ils n'auront pas satisfaction, il y aura problème. Ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord que telle puissance soutienne tel belligérant ou soutienne tel autre belligérant. Ce qui est dramatique, c'est que l'on puisse s'asseoir, prendre des décisions, et que parmi ceux et celles qui se sont assis, qu'on outrepasse les décisions qui ont été prises ou qu'on ne respecte pas les décisions qui ont été prises. Le docteur a posé le problème du financement de la rencontre d'union nationale. Le problème de financement ne se posera pas, à mon humble avis, en ce sens que non seulement ces puissances-là ont promis mettre les moyens qu'il faut à disposition, l'Algérie a, pour une fois, l'Algérie qui depuis que, avant même que le dirigeant libyen ne soit assassiné, l'Algérie avait pris une posture qui était contre cette intervention-là. Et à un moment donné, elle s'est rétractée. Depuis un bon moment, l'Algérie a fait de grands pas. L'Algérie est en train d'investir sérieusement dans la résolution de ce conflit-là. L'Algérie a dit à cette rencontre-là qu'elle était prête
à donner les moyens qu'il fallait. Et l'Algérie a l'expérience des dégâts du terrorisme. On a vu ce que ça a donné dans les années 90. Dans le cas d'espèce, je pense que c'est vrai que l'Union africaine a des problèmes de financement, mais dans le cas d'espèce, des efforts sont en train d'être faits. Il faut saluer ces efforts-là, il faut encourager ces efforts qui sont en train d'être faits. C'est vrai qu'il y a un problème humanitaire qui se pose, mais écoutez, nous devions tous savoir il y a quelques années que si le conflit continuait, il y aurait des problèmes humanitaires. L'Union africaine, oui, mais l'Union africaine, nous reconnaissons qu'elle a des difficultés. Elle est obligée, elle est dans un consensus aujourd'hui avec les Nations Unies. Elle est dans un partenariat aujourd'hui avec d'autres partenaires qu'elle est obligée de solliciter. Nous ne pouvons pas faire outre. La Libye dont nous parlons est membre de la Ligue arabe. Et si nous en sommes arrivés là aussi, il ne faut pas oublier que la Libye avait des problèmes au sein de cette Ligue arabe-là. Et cette Ligue arabe est très influente dans ce processus-là. Et beaucoup plus influente que l'Union africaine. Beaucoup plus influente que l'Union africaine. Et cette Ligue arabe, saluons-la également, a aujourd'hui fait des avancées. La Ligue arabe, au départ, ne s'entendait pas sur la question libyenne. Mais aujourd'hui, nous voyons l'Égypte, nous voyons la Tunisie, nous voyons l'Algérie s'asseoir et parler d'une même voix. Vraiment, je pense qu'il faut saluer l'Afrique, il faut saluer les efforts qui sont en train de faire. Alors, Mireille Flore-Mengemoto, est-ce que avec la présence à la tête de l'Union africaine du président du président Abdel Fattah al-Sisi, eh bien, ça représente un gage pour rallier la Ligue arabe à la position de l'Union africaine. En effet, la Ligue arabe, il faut dire qu'elle est très influente dans la région. Et je pense que la voix de la Ligue arabe sera même encore plus profonde que celle de l'Union africaine. Parce qu'il faut, sans pour autant vouloir décrier les faiblesses de l'Union africaine, mais je pense qu'elle doit intégrer les autres organes des autres régions, telles que la Ligue arabe, pour pouvoir trouver une solution à la crise libyenne. Il faut dire, la crise libyenne est très complexe. Elle peut intervenir des combattants de Daesh. Et ces combattants de Daesh ne sont pas des combattants qui sont légers. Ce sont des combattants qui sont fortement armés, lourdement armés et qui contrôlent déjà toute la région et qui veulent avoir la même sur la Libye. Ils avaient déjà même pris une partie de la République, notamment la région pétrolifère. Donc, l'Union africaine doit composer et travailler de concert avec les autres entités pour qu'elle puisse aboutir à une solution efficace dans la crise libyenne qui préoccupe le continent parce qu'il y a des conséquences sur les pays voisins à la Libye. La détérioration de la situation de la Libye a entraîné les troubles qu'il y a au Sahel et aujourd'hui, elle fait en sorte qu'elle aiguise les appétits des autres puissances qui veulent avoir la même mise sur le pétrole et le gaz de la Libye. Je reviendrai aussi sur la présence de la France. Pourquoi est-ce que la France s'implique dans cette crise? Non seulement la France est responsable de ce qui arrive en Libye parce qu'elle a été l'initiatrice de la destitution du colonel Kadhafi. Vous pensez que la France s'inquiète de la présence des autres puissances, notamment la Russie, qui veut mettre en place une base pour contrôler la région et être proche de la Méditerranée. Et donc voilà pourquoi la France est présente dans la résolution de cette crise pour des intérêts purement stratégiques. La France flaire le positionnement de la Russie qui n'est plus un secret, un positionnement que Moscou entend assumer et afficher la grande Simenou Agnampé. On sait que la Russie est de plus en plus présente, entre autres en Afrique centrale, en plus de la Libye, notamment en République centrafricaine, et que ça ne plaît pas beaucoup à certaines puissances, notamment à la France.
Effectivement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le multilatéralisme est combattu. Il faut reconnaître effectivement que la Russie est en train d'évoluer en fonction de sa politique étrangère. En fonction de sa politique étrangère et en fonction des accords qu'elle signe avec telle ou telle nation. La Russie, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la Russie est en train de vouloir s'implanter en Libye à cause d'un certain nombre d'intérêts au détriment de la France, au profit d'elle-même. Moi, je dirais non. Il faut voir les choses autrement. Essayons de voir les choses autrement, en ce sens que la Russie dont nous parlons, n'oublions pas que cette Russie était le partenaire stratégique de la Libye il y a quelques années. Il y a quelques décennies antérieures, la Russie était un partenaire très stratégique de la Libye, au détriment de la France. Dire que la France a ses yeux également ou a ses intérêts en Libye, nous ne dirons pas non, mais quitte à dire que la solution... Depuis une dizaine d'années, depuis la chute du colonel Muammar al-Kadhafi, les données semblent avoir changé. C'est-à-dire la Russie a perdu un peu de poids en Libye. La Russie a perdu un peu de poids en Libye, mais chaque nation a sa politique étrangère, M. Aziz. Chaque nation a sa politique étrangère et évolue en fonction de cette politique étrangère. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, guide aujourd'hui, on ne va pas parler d'entêtement, la réorientation de la politique étrangère de la Libye, de la Russie en direction de la Libye? Je ne saurais le dire parce que je ne suis pas russe et je ne suis pas diplomate russe. Mais ce que nous pouvons soulever ici, est que quoi que l'on dise, la Russie a également montré sa volonté de voir les armes se taire en Libye. Même si aujourd'hui on nous dit... Mais la Russie vend des armes aussi. La Russie vend des armes, mais... Avez-vous une preuve que la Russie a vendu des armes? Mais personne n'a de preuve, sauf qu'on voit les armes circuler. Justement. Et vous avez vu les numéros de ces armes-là? Non, mais les armes circulent, elles sont vendues par ceux qui les fabriquent. Bien sûr, mais M. Aziz, moi je souhaite et je suggère vivement que nous nous concentrions sur la résolution de ce problème-là. Mais comment se concentrer sur la résolution du problème? Est-ce que ce ne serait pas un peu faire du romantisme? On est dans un environnement où il y a des armes qui crépitent, où il y a des puissances qui les fabriquent. Des armes crépitent, des gens meurent, d'autres fuient, d'accord. Mais œuvrons à sécuriser ces personnes-là. Œuvrons à faire asseoir ces personnes qui font crépiter les armes-là. Œuvrons à les faire asseoir pour qu'ils puissent dialoguer. Même s'il y a des puissances, nous estimons qu'il y a des puissances étrangères derrière. Mais essayons d'aller vers ces puissances-là. Mireille Flore-Menguemoto. Essayons d'aller vers ces puissances-là. Mireille Flore-Menguemoto, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce comité de haut niveau sur la Libye qui s'est réuni à Brazzaville? Est-ce que vous avez le sentiment que tous qui se sont réunis sont allés à l'essentiel pour pouvoir apporter des réponses fortes, vous le soulignez tantôt, pour pouvoir apporter des réponses fortes à cette crise libyenne qui est multiforme. Alors nous allons vous reprendre dans un instant. Lagrange Siméno-Agnangbé, oui. On a évoqué tout à l'heure les points qui sont ressortis dans ce communiqué final de cette rencontre de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il y a aussi la situation de migrants d'autres pays africains qui est préoccupante. On n'en parle pas suffisamment, mais ces migrants sont également exploités à d'autres fins. On parle de violations répétées de leurs droits. Il y en a qui ont évoqué des cas de traite d'êtres humains. Preuve à l'appui, on se souvient qu'à l'époque, enfin qu'il y a quelques années, eh bien, un reportage d'une chaîne américaine a révélé cela. Il y a à côté des solutions à rechercher pour la paix, ce problème
de migrants. Alors, Mireille Flore Mengemoto, avez-vous le sentiment que l'essentiel sur la crise libyenne a été dit lors de cette rencontre de haut niveau qui s'est déroulée à Brazzaville au Congo? Étant donné que cette rencontre était une préparation au futur forum qui aura lieu, j'ose croire que tout ce qui n'a pas été dit va être dit au prochain forum, notamment la question du désarmement des différentes milices et des différentes parties, parce que c'est une question assez importante qu'il faut évoquer. Il ne servirait à rien de vouloir trouver des solutions et que tous ces groupes armés restent encore terriblement armés et continuent à déstabiliser le pays et toute la région. Il y a aussi la solution politique qui doit s'imposer dans le futur parce qu'il y a quand même deux belligérants assez importants, un reconnu par l'Union, par les Nations Unies, notamment le président du Conseil, chef du gouvernement, et le maréchal Kalissa Haftar, qui est assez outillé, assez armé, et qui occupe une grande partie de l'espace libyen. Alors il faudrait une solution politique et une solution qui, à mon avis, devrait d'abord passer par une gestion collégiale de la Libye entre ces deux belligérants. Et cette gestion collégiale qui doit être transitoire et aboutir à une élection démocratique pour que les Libyens puissent choisir qui va être à la tête de leur État. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la crise libyenne pourra vraiment trouver sa solution et au fur et à mesure éliminer toutes les ingérences étrangères et ainsi surtout la présence de Daesh et du terrorisme en Libye actuellement. Alors, vous l'avez souligné, mais la Libye, à la base, est un pays tribal, une constellation de tribus qui avait pu être contrôlée par le colonel Muammar al-Kadhafi. Parmi ces deux personnalités, y en a-t-il une qui vous paraît avoir suffisamment de gabarit pour fédérer tout le monde comme le fit Kadhafi? Exactement, il faut dire que la Libye compte 140 tribus. Et 140 tribus que le colonel Kadhafi arrivait à tenir pour que ces tribus-là ne puissent pas déstabiliser le pays. Et aujourd'hui, à mon avis, il faut que tous les combattants de part et d'autre qui sont dans la crise libyenne puissent être désarmés et que ces combattants soient intégrés dans l'armée nationale. De cette manière, le pays peut être dirigé. Il y a des solutions. J'ai par exemple parlé d'une solution, d'une direction collégiale de manière transitoire. Et ensuite, pourquoi pas une fédération pour pouvoir fédérer toutes ces tribus qui sont en Libye et pour que la nation libyenne puisse avoir une paix qu'elle a perdue depuis longtemps, depuis la chute de Muammar Kadhafi. La Libye était donc dans une paix stable avant la chute du colonel Muammar al-Kadhafi. Il n'y avait donc pas de véritable menace sur la paix en Libye. Pas du tout, parce que Muammar Kadhafi avait une vision non seulement de son pays, mais de toute la région. Et en fonction de cette vision, il avait adapté sa politique intérieure et sa politique extérieure, de manière à ce que toutes les tribus puissent être satisfaites, notamment la redistribution des revenus du pétrole était très bien faite, de manière à ce que les Libyens, à l'époque du colonel Kadhafi, vivent dans des très bonnes conditions, des conditions qui aujourd'hui sont perdues, des conditions que les Libyens n'arrivent plus à retrouver. Donc,
il faut vraiment qu'à la tête de la Libye, il y ait une personne qui fédère toutes ces tribus et qui puisse redistribuer les revenus les richesses pétrolières de la Libye de manière à ce que le bien-être des Libyens soit respecté et que les appétits des puissances régionales et des puissances occidentales puissent disparaître de ce pays. Et parmi les personnalités qui sont en conflit, parmi les belligérants, eh bien nous avons en tout cas deux leaders qui aspirent à diriger le pays. Comment parvenir, la grande Chimène Agnakpe, à retrouver la maestria du colonel Mohamed Kadhafi, qui est considéré à tort ou à raison par de nombreux dirigeants africains comme également quelqu'un qui avait alimenté la déstabilisation de pas mal de pays. Bon, je crois qu'il va être très difficile à la Libye de redevenir ce qu'elle était sous le colonel Kadhafi. Il va être très difficile au peuple libyen et aux personnes vivant en Libye de retrouver le confort, de retrouver la sécurité qu'ils avaient du temps du colonel Kadhafi. Mais comme cela a été souligné à cette réunion de haut niveau, il faille, et comme nous le disons toujours, il faille que les belligérants puissent se retrouver et échanger et être accompagnés davantage par la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies et par tous ceux et toutes celles qui les accompagnent pour qu'une accalmie puisse d'abord arriver. Parce que la première des choses qu'il faut en ce moment, c'est d'abord une accalmie, c'est d'abord permettre à ce que l'aide humanitaire puisse être attribuée à ceux et celles qui sont démunis, qui se retrouvent dans des conditions misérables, et penser maintenant à peut-être un gouvernement d'union nationale. Vous voyez un peu, mais déjà s'attendre à avoir quelqu'un qui puisse, tel que le colonel Kadhafi le faisait, fédérer tout le monde et puisse pouvoir satisfaire tout le monde, ce n'est pas la priorité et je ne pense pas que cela puisse se faire sous peu. Cela prendra énormément du temps. Les choses qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de permettre à la communauté internationale, particulièrement à l'Union africaine, sinon sous le leadership de l'Union africaine, de continuer dans cette lancée-là qu'a prise le comité de haut niveau et d'être davantage soutenu par les Nations unies, d'être davantage soutenu par les autres institutions internationales et les autres partenaires qui puissent le faire pour que les belligérants puissent s'asseoir. Certes, nous avons perçu que les belligérants continuent de s'armer, mais il faut reconnaître qu'il y a un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, qui doit être soutenu par la communauté internationale. Donc s'il faut bloquer d'un côté, ce serait du côté de la rébellion. Mais nous nous rendons compte que la rébellion avance, la rébellion semble afficher une autorité ou une puissance supérieure à l'autorité reconnue. Donc il faille nécessairement s'asseoir et qu'il y ait une entente, qu'il y ait une union. Attendons de voir ce qui sera décidé au prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine la semaine prochaine pour nous attendre et certainement à un certain nombre d'avancées dans cette nation-là. Mireille Flore Mengemoto, votre mot de fin, vous avez bon espoir que le prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine va accélérer la cadence en Libye pour organiser ce forum de la paix interlibyen? Oui, je vais conclure en disant que je lance un appel au peuple libyen, parce qu'il n'y a que le peuple libyen seul qui pourra reporter la paix sur leur territoire. Tout ce que les pays impliqués vont dire ou faire, et même l'Union africaine, n'apportera rien s'il n'y a pas de volonté de part et d'autre des belligérants. Donc j'en appelle aux deux belligérants et également au peuple libyen. J'attire leur attention sur la déstabilisation de leur pays, un pays qui constituait le phare de l'Afrique.
à travers la vision du colonel Kadhafi. Et ce pays qui se trouve déstabilisé et qui déstabilise également le continent tout entier. Donc voilà mon mot de fin, de lancer un appel de paix au peuple libyen. Et c'est sur cet appel de paix que nous allons conclure. Il faut bien sûr souligner l'effet d'avalanche que la situation en Libye a sur les pays du Sahel qui paient un lourd tribut aujourd'hui en raison de cette instabilité qui fait très mal au continent africain. Le thème de cette émission était bien sûr l'Union africaine face à la crise libyenne. Et pour discuter, eh bien, nous avons eu en ligne Dr Mireille Flore Mengemoto, docteur en histoire et spécialiste en géostratégie et en sécurité. Il y a eu également Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela et spécialiste en gestion des conflits et en géostratégie. Sur ce plateau, Lagrange Simenou Agnankpe, qui est diplomate consultant, directeur général du cabinet Liege Council. Merci de votre attention et de votre fidélité à ce programme. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.